Bienvenue sur Analyse du Monde, la chaîne dissidente qui donne des informations peu connues et multithématiques. Bonjour à vous, bienvenue sur Analyse du Monde. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. C'est très important pour moi afin d'être plus vu sur les plateformes, bien évidemment, les algorithmes marchant ainsi, et éventuellement pour m'aider à publier régulièrement un petit don, lien dans la description. Alors je rappelle que sur ma plateforme YouTube, la chaîne s'appelle Réinformation sur le monde. Mais le nom de la chaîne reste inchangé pour toutes les autres plateformes qui restent Analyse du Monde. Alors je souligne, encore une fois, je sais que je le fais souvent, qu'il faut garder le lien Odyssée de ma chaîne Analyse du Monde dans vos favoris. Alors pourquoi il faut bien garder Odyssée? Parce que Odyssée ne risque pas d'être supprimé, alors que ma chaîne YouTube peut être supprimée à tout moment. Donc toujours garder Odyssée comme favori, éventuellement Rumble, mais il faut savoir que ma chaîne principale est sur Odyssée, car toutes mes vidéos sont sur Odyssée, j'entends celles non censurées, il y en a environ maintenant 350. Voilà, alors que sur YouTube, évidemment, je dois recommencer de zéro. Voilà, je tenais à souligner ce fait. Alors, cette vidéo, c'est le point sur l'Ukraine du 7 mai 2023, avec comme titre « Prigojine agit bizarrement ». Vous allez comprendre pourquoi. Alors, Prigojine, c'est le chef de Wagner, hein, pour information. Alors, je rappelle encore une fois que les vidéos point sur l'Ukraine sont en deux parties, les informations générales et enfin la carte militaire. Bien sûr, à la fin des informations générales, il y aura ma petite conclusion. Voilà, donc on va commencer donc avec les informations générales, c'est parti. Donc les forces armées ukrainiennes ont bien mené une offensive sur Bakhmut et elle fut détruite. Ça, c'était il y a environ une semaine. Alors pourquoi on dit qu'il y a eu une offensive ukrainienne sur Bakhmut? C'est que d'habitude, bon, c'est un peu un duel avec les forces de Wagner qui font bien évidemment la guerre d'attrition et qui grignotent du terrain tous les jours. Donc en fait, les troupes ukrainiennes ne faisaient que se défendre principalement, elles attaquaient quasiment pas, puisque les forces de Wagner sont bien plus importantes maintenant sur Bakhmut qu'avant. Mais ils ont tenté le tout pour le tout il y a environ 7 jours, et l'armée ukrainienne a lancé une véritable offensive sur Bakhmut. Bon, c'était voué à l'échec de toute manière. Bon, ils ont été détruits. Alors Prigojine annonce un chiffre de morts qui est à mon avis un petit peu élevé, puisque lui il dit que cette offensive a fait plusieurs milliers de morts en une fois. Bon, peut-être qu'il exagère à ce niveau-là, mais en tous les cas, bon, ce fut un coup dur pour l'armée ukrainienne. Le 1er mai, les Russes ont fait exploser un énorme dépôt de munitions d'environ 200 tonnes dans la banlieue de Bakhmut, banlieue ouest. Ce qui est un gros revers pour les Ukrainiens, alors peut-être pour se venger du dépôt de pétrole qui avait été détruit par, cette fois, l'armée ukrainienne en Crimée et exactement à Sébastopol par un drone ukrainien. Peut-être est-ce une vengeance à ce niveau-là. En tous les cas, les Ukrainiens avaient réussi à toucher un dépôt de pétrole en Crimée et exactement à Sébastopol. Il y a eu une attaque massive de missiles, de bombes et de drones dans toute l'Ukraine par les Russes depuis déjà plusieurs jours et cela continue. Donc pour l'instant, c'est un peu tous les jours. Alors bon, évidemment, ça devrait s'arrêter bientôt parce que les Russes ne peuvent pas continuer comme ça.
Les dégâts sont apparemment terribles. Concernant les bombes, nous avons de très nombreuses bombes qui ont été lâchées de type FAB 500 et FAB, ça c'est nouveau, 250, donc FAB. Ce sont des bombes planantes, donc FAB 500 de 500 kg, FAB 250, 250 kg. Voilà. Alors il y a eu aussi des bombes KAB 1500. Ce sont des bombes planantes de 1500 kg qui ont été aussi utilisées principalement dans la ville d'Avdivka et d'Ougledal. On en reparlera sur la carte militaire. Donc je rappelle que ces bombes ont une distance de point d'impact qui peut être de 50 km par rapport au point de largage, grâce au fait qu'elles puissent planer. Le 2 mai, 2 drones ont fait dérailler 2 trains, mais sans mort ni blessés, avec assez peu de dégâts significatifs, car seulement 6 wagons ont déraillé sur les 2 trains. C'était à la frontière russo-ukrainienne côté russe, dans l'oblast de Bryansk. Donc c'est au nord, hein, au nord de la frontière russo-ukrainienne, au nord de l'Ukraine, hein, tout simplement, dans l'oblast de Bryansk. Le 3 mai, 2 drones ont été lancés sur le Kremlin, et les 2 drones ont été détruits avant qu'ils n'aient pu faire des dégâts, grâce à une attaque électronique apparemment. Donc ces drones ont été détruits, encore une fois, apparemment grâce à une attaque électronique des brouilleurs russes. Alors maintenant, cela reste à démontrer, mais c'est ce qui est dit sur Telegram. Maintenant, à savoir vraiment comment ils ont été explosés, est-ce qu'ils ont reçu un missile, mais apparemment sur les vidéos que l'on voit à la télévision, parce qu'ils ont été montrés aux infos, on ne voit pas de missile. Donc effectivement, la probabilité que ça soit un brouillage russe est très grande. Dimitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, dit que ce sont les États-Unis derrière ce coup-là. Bon, là c'est eux qui le disent. Ça peut être très bien les Ukrainiens qui ont fait ça tout seuls à l'insu des Américains. C'est possible. Maintenant, nul ne saura jamais vraiment la vérité là-dessus. On ne peut pas le savoir. C'est peut-être un coup des États-Unis, c'est peut-être les Ukrainiens tout seuls, on ne peut pas le savoir. En tous les cas, je rappelle que lors du meurtre de Dalia Dugina, la CIA avait publié dans le New York Times que c'était le SBU qui avait fait le coup. Donc, et pas la CIA. Donc la CIA s'était dédouanée du meurtre de Dalia Dugina et ils avaient carrément accusé l'Ukraine. Alors peut-être qu'encore une fois, les Ukrainiens ont agi seuls. Voilà. Aussi, le lendemain, le 4 mai, un drone turc Bayraktar appartenant aux Ukrainiens a été abattu au-dessus de la place Maïdan à Kiev. Donc Kiev dit que c'est parce qu'il a eu un problème technique et que pour la sécurité des gens, ils ont préféré l'abattre. Bon, étrange et peu probable. Hein. Autre possibilité, bien plus probable, est qu'il aurait été victime d'un brouillage électronique russe. Donc c'est-à-dire que les Russes ont pris le contrôle du drone, puisque ça, ce n'est pas la première fois que les Russes feraient ça, et que ce drone qui allait vers l'est, puisqu'il a été lancé apparemment dans la banlieue de Kiev, il allait vers l'est, donc vers le front, et tout d'un coup, il aurait fait demi-tour pour aller vers la capitale. Donc il est bien plus probable que ce drone Bayraktar, qui est quand même un drone récent et qui n'a pas ce genre de malfonction. Donc ça, j'y crois pas vraiment. Le plus probable, c'est un brouillage russe. Les Russes ont pris le contrôle de l'appareil et les renvoyé sur Kiev. Ça, c'est le plus probable. Bon, évidemment, on ne saura jamais ce qui s'est réellement passé. 6 attaques de drones ukrainiens sur la Crimée et même en Russie, dans la région de Krasnodar.
se sont déroulés. Donc il y aurait eu 2 dépôts d'essence touchés côté russe, en plus de celui qui a été touché à Sébastopol. Donc ça ferait 3 en tout. Donc les Ukrainiens font un harcèlement, tout comme les Russes d'ailleurs, grâce à des drones chinois principalement, ça c'est nouveau. Donc les Ukrainiens utilisent énormément de drones là en ce moment, et principalement des drones chinois civils qui ont été trafiqués pour qu'ils deviennent militaires. Donc les Ukrainiens achètent aux Chinois des drones, alors pas aux Chinois, pas aux militaires chinois, attention, hein, car ce sont des drones civils chinois qui ont été adaptés pour le côté militaire. Donc là, les Ukrainiens font énormément d'attaques drones, du harcèlement sur les Russes. Donc 6 attaques de drones hein, quand même, c'est vraiment énorme. Et donc surtout dans la région de Crimée et dans la région de Krasnodar. L'Ukraine l'Ukraine donc multiplie ses attaques et apparemment les attaques ukrainiennes sont extrêmement intensives, donc pas que les drones. Ils essayent d'envoyer aussi quelques missiles sur des dépôts de munitions et des dépôts de pétrole, mais apparemment aucune cible militaire n'a été touchée sur le front avec des drones et des missiles ukrainiens. Absolument aucune cible militaire n'a été répertoriée par le ministère de la Défense russe. Voilà, donc vraiment, on confirme que c'est vraiment que du harcèlement. Le chef d'état-major Miley, américain, a parlé directement avec Zelensky, puis à la presse, et a dévoilé qu'une victoire ukrainienne ne pourrait être faite que l'année prochaine. Ce qui me semble pas très rassurant pour le côté ukrainien, car le général en chef américain, donc le général Mark Milley, semble avoir perdu les votes de confiance. Parce que pour annoncer qu'une victoire ukrainienne ne pourrait être faite que l'année prochaine, ça augure vraiment pas du bon pour le côté ukrainien, tout du moins en 2023. Des généraux anglais ont demandé à Zelensky de ne plus utiliser ses missiles antiaériens et de laisser les plus petits missiles et les drones russes passer. Et de n'utiliser les missiles antiaériens que pour les avions et les hélicoptères, car la capacité antiaérienne ukrainienne est dans un état critique. Bon, bah, comme déjà dit ici, depuis environ 2 mois. Dimitri Medvedev a annoncé qu'en moyenne, la capacité industrielle de l'armement a été multipliée par 7 et dans certains secteurs par 50. Incroyable. Selon le journal TASS, il est à noter pourtant que la Russie n'est pas en économie de guerre de manière officielle. Alors maintenant le cas de Prigojine. Donc Prigojine a fait des déclarations extraordinaires concernant le manque d'obus. Et ce n'est pas la première fois, il avait déjà fait le coup il y a déjà plusieurs semaines où il avait dit qu'il manquait d'obus et 24 heures après, il a dit qu'il avait reçu les obus et qu'il était content. Là, il a encore fait une déclaration menaçant de quitter Bakhmout le 10 mai s'il ne recevait pas encore la quantité voulue d'obus. Alors bon, il faut savoir que les Russes n'ont pas une quantité illimitée d'obus, et donc il en faut bien pour le reste du front. Mais apparemment, lui, il pense qu'il est privilégié, donc il demande, lui, des obus en priorité pour la prise de Bakhmout. Alors moi, je trouve que c'est vraiment bizarre et assez incroyable, parce que dire ça quand même de manière publique, c'est faire état d'une insubordination assez extraordinaire. Donc je sais pas comment il peut se permettre cela. C'est quand même étonnant de faire ce genre de déclaration en public, parce qu'il pourrait très bien prendre son téléphone, appeler directement le Kremlin pour demander des obus et s'expliquer.
mais à chaque fois que Prigojine fait des annonces, il le fait de manière publique. Bon, évidemment, à mon avis, il y aura des conséquences après la guerre, parce que ça ne peut pas rester sans réponse du côté du Kremlin, une telle insubordination, puisque n'importe qui d'autre que Prigojine qui aurait agi ainsi aurait été en cour martiale. Et donc là, je pense que Prigojine, à la fin de la guerre, il va le regretter amèrement, parce que là, il va vraiment trop loin. C'est quand même bizarre de sa part, parce qu'il est intelligent, il sait très bien qu'il y aura des répercussions à son comportement. Il me semble un peu trop sûr de lui. Il est trop dans l'attaque, dans l'agressivité contre le Kremlin, là. Donc ça me paraît vraiment, vraiment bizarre. J'ai pas d'explication, mais en tous les cas, c'est quand même très étrange. Alors, faut savoir que Prigojine, euh, c'est pas lui le créateur du groupe Wagner, hein, c'est juste lui qui a nommé son groupe comme ça. Faut pas oublier que Wagner, qui ne s'appelait pas Wagner hein, avant Prigojine, est créé par le GU, donc le GU en français. Donc c'est un département russe, un peu comme le FSB, si vous voulez. Donc ça a été créé par le Kremlin, ce qu'on appelle le groupe Wagner. Maintenant, ça a été créé par le Kremlin. Et ce n'est pas Prigojine, Yevgeny Prigojine, qui est le commandant sur le terrain des forces Wagner. Lui, c'est une sorte d'ambassadeur, de porte-parole, mais ce n'est pas lui qui commande les forces sur le terrain. C'est bon à savoir ça, parce que c'est jamais dit dans les médias. On pense que c'est lui, mais non, il y a un commandant, un véritable commandant, qui lui dirige les forces vraiment sur le terrain. C'est pas Prigojine. Donc Prigojine, lui, évidemment, il a son mot à dire. C'est le chef de Wagner, mais côté, on va dire, financier, côté marketing et commercial. C'est pas lui le commandant réel. Le commandant réel des troupes sur place, lui, il est dans l'ombre. Et d'après ce que j'ai compris, lui répond directement au Kremlin. Donc c'est une affaire vraiment bizarre. Voilà, donc bon, alors pareil, peut-être qu'on saura plus tard ce qu'il en est, mais en tous les cas, c'est quand même étonnant comme comportement. À mon avis, Yevgeny Prigojine va le regretter amèrement quand la guerre sera finie. Je pense, nous verrons bien. D'après Alaoudine, donc un commandant des forces tchétchènes dans le Donbass, donc Alaoudine, l'Ukraine n'a pas les ressources de faire une grande offensive et les Russes ne feront pas de grande offensive, mais continueront à faire leur guerre d'attrition qui a si bien réussi, donc permettant de sauvegarder un maximum de soldats russes. Et donc leur irremplaçable et très précieuse expérience des soldats russes vétérans, évidemment, comme ça, ils pourront donner leur expérience et leur connaissance aux jeunes recrues. Donc c'est Alaoudine, donc le commandant des forces tchétchènes dans le Donbass, qui dit cela. Donc lui, il dit qu'il n'y aura pas de grande offensive russe, mais qu'ils continueront à faire leur guerre d'attrition et à grignoter petit à petit du terrain, tout ça pour épargner au maximum les soldats russes. C'est ce qu'il dit. Dans un article du journal anglais The Telegraph, on voit qu'une journaliste se demande pourquoi l'Inde, qui est devenue le pays le plus peuplé du monde, se rapproche de la Russie juste pour avoir du pétrole moins cher, plutôt que de travailler avec l'Occident pour combattre la Russie. Donc elle est indignée que l'Inde pense à sa population d'abord plutôt qu'à l'aide à l'Ukraine, d'autant plus qu'il y a une grande inflation en Inde et une crise énergétique en Inde aussi. Donc je vous ai mis le lien dans la description de cet article de The Telegraph. Alors pourquoi je vous ai pris cela? Eh bien c'est parce que dans cet article,
on voit vraiment l'archétype des médias occidentaux vis-à-vis des pays qui ne soutiennent pas l'Ukraine. Parce qu'en gros, là, on a cette journaliste du The Telegraph donc qui critique l'Inde parce que ouais, elle achète du pétrole pas cher à la Russie au lieu d'aider l'Ukraine. Et donc elle dit que c'est vraiment pas bien, que l'Inde n'est pas dans le droit chemin, etc. Donc c'est vraiment, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment, c'est l'archétype, c'est vraiment du style, mais on comprend pas pourquoi vous aidez pas l'Ukraine. C'est c'est vraiment ça. Alors, bon, là, j'essaie de retrouver l'article. Voilà, je l'ai. Et vous voyez là, bon, je vous lis vraiment très vite un tout petit bout. L'Inde est désormais le plus grand pays du monde en termes de population après avoir dépassé la Chine dans les derniers chiffres de l'ONU. C'est aussi maintenant le plus gros acheteur de pétrole brut russe au monde et ses forces armées sont largement équipées d'armes russes. L'Occident a traditionnellement considéré l'Inde comme un ami, mais lorsqu'il s'agit d'action plutôt que de mots. La cinquième économie mondiale accorde plus d'attention à ce que veut Vladimir Poutine qu'au désir de Washington ou de Londres. Vous voyez, je répète, hein, mais l'Occident a traditionnellement considéré l'Inde comme un ami, mais lorsqu'il s'agit d'action plutôt que de mots, la cinquième économie mondiale, bon, elle parle de l'Inde, accorde plus d'attention à ce que veut Vladimir Poutine qu'au désir de Washington ou de Londres. Donc en gros, elle est étonnée que l'Inde écoute plus Vladimir Poutine que les désirs de Washington ou de Londres. Ça veut dire que l'Inde devrait écouter plus les désirs de Washington ou de Londres que ses besoins à l'Inde, ses besoins pour elle-même, c'est-à-dire pour sa propre population indienne. Donc vous voyez jusqu'où ça va quand même. Donc je voulais vous lire ça, c'est très court, mais bon, c'est vraiment étonnant. Bon, le 3 mai, une résolution de l'ONU désignant la Russie comme l'agresseur envers l'Ukraine a été approuvée par 122 pays, rejetée par 5 et 18 se sont abstenus. Alors cela dit, il est à noter que le Brésil, la Chine, l'Inde et l'Indonésie, qui sont des pays qui voient d'un œil très neutre la Russie, ont voté en reconnaissant ce fait. C'est-à-dire que le Brésil, la Chine, l'Inde et l'Indonésie ont reconnu à l'ONU que c'était la Russie l'agresseur. Voilà, donc il fallait quand même le dire. C'est une mauvaise nouvelle pour la Russie. Maintenant, est-ce que ces pays-là ne jouent pas un double jeu, étant donné qu'ils sont tous plus ou moins en difficulté économique et que pour eux, ils ne veulent pas de sanctions occidentales et donc faire plaisir aux États-Unis en condamnant la Russie officiellement comme agresseur. Mais ce qui est vraiment étonnant, c'est que là, il y a eu ce vote à l'ONU, donc on en a très peu parlé dans les médias. Hein. Et pour cause, parce que les médias en ont très peu parlé, selon moi, parce que le Brésil et l'Inde, par exemple, et même la Chine bien sûr, ne cessent de signer de nouveaux contrats avec la Russie. Donc jusqu'à très très récemment, il y a eu 3 volées de contrats massives entre ces 3 pays, c'est-à-dire Brésil, Inde, Chine, avec la Russie. Donc c'est vraiment colossal. Donc comme les actes ne correspondent pas aux paroles, donc le vote à l'ONU, les médias n'en parlent pas trop parce que sinon ils seraient obligés de parler des contrats, c'est-à-dire des actes réels faits par ces pays-là. C'est pour ça que je dis, je pense que c'est un double jeu, c'est juste pour calmer les États-Unis et c'est tout pour éviter des sanctions éventuelles. Voilà, c'est pour leur économie. Hein. Moi, c'est mon avis en tous les cas. Voilà ce qu'on pouvait dire là-dessus.
Alors maintenant, ma petite conclusion, c'est que tout simplement, concernant l'Ukraine, eh bien, la fameuse offensive, pour moi, je dis bien pour moi, n'arrivera jamais, tout simplement parce qu'elle manque de moyens. Donc on a Alauddin qui est le chef des commandants tchétchènes dans le Donbass, hein, pas le chef évidemment suprême, puisque le chef suprême c'est Kadyrov, bien évidemment, mais celui des forces dans le Donbass, Alauddin, lui il dit qu'il n'y aura pas de grande offensive ukrainienne et qu'il n'y aura pas de grande offensive russe. Voilà, donc maintenant qui a raison? Moi, d'après toutes les informations que j'ai, l'armée ukrainienne est complètement à la ramasse. Ça fait des semaines que je vous le dis. N'oublions pas, alors là, ça a été absolument terrible, la remarque de Mark Milley, qui est le chef d'état-major américain, qui a dit qu'il n'y aurait pas d'offensive ukrainienne d'ici l'année prochaine. Voilà. Alors, parce que, bah, tout simplement, ils ont pas assez de troupes, pas assez d'armement, de missiles, etc., d'obus, etc. Donc, Mark Milley, quand même, hein, le chef d'état-major américain, hein. Donc, alors, je ne sais pas, peut-être que c'est pour tromper l'ennemi, que c'est un double jeu, on peut pas le savoir. Moi, côté russe, le fait qu'il continue une guerre d'attrition pour dire oui, on va épargner nos hommes, donc on va grignoter petit à petit. Oui, c'est une bonne stratégie, effectivement. Cela dit, j'ai un peu de mal à comprendre comment ça se fait que les Russes soient si patients, car bon, d'après plusieurs sources, alors, le colonel McGregor, Xavier Moreau et d'autres encore, eux, ils disent qu'il y aurait entre 500 000 et 700 000 troupes russes en Ukraine, en comptant ceux qui sont à la frontière biélorusse. Bon, tous ces hommes-là, ces centaines de milliers d'hommes-là, dont on va dire environ 130 000, 140 000 combattent vraiment, donc une petite partie qui combat vraiment, que fait le reste des troupes? Que fait le reste des troupes? Est-ce qu'elles s'entraînent? Est-elle en formation? Parce que là, les 300 000 réservistes, c'était il y a longtemps. C'était fin de l'année dernière. Donc, que font-ils? Voilà. Qu'attendent-ils? Pourquoi ils ne font pas de grande offensive? Donc, il y a plusieurs explications à cela. Évidemment, on ne connaîtra pas la vérité. Moi, je ne suis pas dans le secret des dieux non plus, mais pour moi, il y a plusieurs hypothèses. Il est possible que les forces armées russes aient quelques problèmes au niveau de l'équipement, des munitions, et qu'ils attendent les arrivages de Russie. Voilà. Donc pour faire cette fameuse grande offensive. Peut-être que c'est pas encore totalement au point, et comme ils sont pas entièrement prêts, eh bien ils osent pas la faire encore. Bon, évidemment avec le terrain qui était très meuble, très humide, il a beaucoup plu en Ukraine. Bon, là c'est vrai qu'à ce niveau-là, ça empêche toute offensive de toute manière. C'est vrai qu'il y a le facteur météo qui est très très important. Voilà. Bon, maintenant peut-être que c'est ça, peut-être qu'il y a un problème au niveau des munitions, de l'équipement, qu'il n'y a pas tous les véhicules blindés. Bon, bref, qui sont pas prêts, quoi. Donc ça peut être la météo, ça peut être ça peut être aussi ce qu'a dit Alauddin, c'est-à-dire bah, qu'ils préfèrent continuer comme ça, puisque après tout, leur stratégie d'attrition marche si bien. Ils ont épargné énormément leurs hommes, énormément même leur équipement, énormément. Et les Ukrainiens ont fait tout l'inverse. Eux, ils ont fait que des petites offensives depuis des mois, des mois et des mois. Quoi, depuis le début de la guerre, ils ont fait que des petites offensives. Et à chaque fois, ils se sont fait détruire. Donc en gros, on est un peu dans le brouillard, hein. Même le meilleur expert pourrait pas dire ce qui va se passer, puisqu'on ne sait pas. Les Russes, eux, sont très secrets, évidemment, sur leurs forces armées. Donc à part ce que veut bien dire le ministère de la Défense russe.
Donc franchement, je sais pas. Je sais pas. La grande offensive ukrainienne, moi je n'y crois pas, pour les raisons que je vous ai déjà dites. Et en plus, on vous précise que ça va être le démarrage dans l'oblast de Zaporozhye. Bon, en plus, on vous dit où ça démarre, il manque plus que la date. Donc, je sais pas. On verra. On verra. Mais en tout cas, c'est ma conclusion. Donc, la conclusion pour l'armée ukrainienne, c'est on ne sait pas. Maintenant, pour les autres pays dont je viens de parler, vis-à-vis de l'Ukraine, certes, ils accusent. Quoi, ils accusent? Ils disent que les Russes sont bien l'agresseur, mais en attendant, ils agissent comme si la Russie était un pays ami, avec énormément de contrats. Donc ça fait un contraste énorme entre ce qui est dit, plus ou moins, hein, et on parle que de ce vote à l'ONU, bien sûr, hein, parce que pour le reste, ces pays-là sont quand même neutres, hein. N'oublions pas qu'ils font partie des BRICS, hein. Faut pas l'oublier. Donc voilà. Maintenant, conclusion générale, bon, grand point d'interrogation, on ne sait pas ce qui va se passer. La seule chose, c'est que les grandes forteresses ukrainiennes vont toutes tomber très 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 bientôt. C'est bientôt la fin, comme on va le voir à la carte militaire. Et à mon avis, quand les forteresses ukrainiennes tomberont, s'en suivra les dernières forteresses, c'est-à-dire Kramatorsk et Slaviansk. Et à partir de là, il y aura un point de basculement. Et là, tout dépendra de ce que va décider Vladimir Poutine s'il veut s'arrêter là, c'est-à-dire avec les 4 oblasts qu'il a déjà intégrés à la Fédération de Russie, ou est-ce qu'il va continuer à prendre l'oblast de Kharkov, l'oblast de Mykolaïev et d'Odessa? On ne saura pas. Donc maintenant, on va passer à la carte militaire. Alors voici la carte militaire. Je remercie une personne qui m'a envoyé un courriel avec un lien permettant de retrouver une carte militaire comme je les aime, c'est-à-dire claire. Alors elle n'est pas exactement comme celle d'avant, puisque celle d'avant, j'arrive plus à la voir, mais celle-là est très similaire et permet d'avoir une vision claire. Alors là, avant qu'on commence, je tenais à dire, parce que là c'est beaucoup plus clair, que les attaques ont eu lieu de drones ukrainiennes ont eu lieu surtout dans l'oblast de Crimée, de Krasnodar, et aussi au nord dans l'oblast de Bryansk. Alors Bryansk, c'est là, c'est ici qu'il y a eu les 2 trains qui ont été sabotés. Donc il y a eu des déraillements. Donc apparemment 6 wagons exactement ont déraillé. Et les attaques de drones, donc ici et ici, principalement des dépôts de pétrole. Voilà. Alors évidemment, les Russes, eux, ont fait des attaques de drones et de missiles dans toute l'Ukraine. Mais plus on se rapproche du front, plus elles étaient intensives, donc surtout dans cette zone-là, donc avec le front évidemment. Et c'est bon, énormément d'infrastructures ukrainiennes qui ont été touchées, de dépôts de munitions et de dépôts de pétrole eux aussi, puisque les Russes ont fait des attaques relativement massives pendant plusieurs jours. Il n'y a qu'aujourd'hui que ça se calme au final. Donc on va commencer comme d'habitude par le sud. Donc la région de Kherson, pas grand chose à dire, c'est toujours du d'artillerie. Je vous ai dit la semaine dernière que les Ukrainiens ont essayé de faire des entrées dans le territoire russe, donc via des petites offensives sur des petits îlots ici du Dniepr, mais cela a été en vain, comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit. Alors maintenant, Energodar, donc c'est là où il y a la fameuse centrale d'Energodar, la fameuse centrale nucléaire, aussi appelée centrale de Zaporizhzhia. Là, ça s'est calmé, apparemment, il n'y a pas eu d'attaque ukrainienne, de bombardement ukrainien sur la centrale d'Energodar. Bon, c'est toujours ça. Toujours dans l'oblast de Zaporizhzhia, au Kharkov, ici, toujours intense combat.
Alors, je rappelle quand même que c'est une carte malgré tout ukrainienne, hein, donc faut garder cela en tête, hein, ça reste toujours des cartes ukrainiennes, puisqu'évidemment, sur Internet, on ne peut pas avoir de cartes russes. Tout du moins, moi, je n'arrive pas à en avoir, clairement, me concernant tout du moins. Donc sur Internet, on n'a que des cartes ukrainiennes. Et là, c'est une carte ukrainienne, toujours à garder ça en tête. Donc en gros, la ligne de front, en général, défavorise les Russes. Je le rappelle tout de même. Donc il faut toujours prendre en compte le fait qu'en fait, les Russes ont un peu plus de terrain en réalité. Sur Orerov, en fait, il y a beaucoup de combats. C'est toujours ici où il y a beaucoup de combats. Quand ils arriveront à passer là, ils pourront directement piquer sur la ville de Zaporijie en passant par ces villes-là. Ces villes-là sont très peu gardées. C'est ici surtout qu'il y a vraiment le gros des forces ukrainiennes. Une fois que ce verrou aura sauté, pour les Russes, ce sera assez facile d'aller jusqu'à la ville de Zaporijie. Alors évidemment, Ougledal, alors Vuhledal c'est en ukrainien, Ougledal c'est en russe. Sur Ougledal, les Russes ont avancé, côté est surtout. Donc même les Ukrainiens l'ont noté, puisqu'avant il y avait tout ça, c'était voilà, c'était comme ça, il n'y avait pas ce renfoncement russe. Donc là, ils avancent toujours, évidemment. Ougledal, beaucoup bombardé par des grosses bombes Fab 500. Apparemment, il n'y aurait pas eu de bombardement de Cab 1500. Ça a été réservé pour Avdiivka plus au nord. Malinka, comme vous pouvez le voir, Malinka, par rapport à la semaine dernière, pas vraiment de changement. Alors je rappelle qu'Ougledal et Malinka sont des forteresses ukrainiennes qui sont en train de tomber. Donc Ougledar a été beaucoup bombardé depuis la semaine dernière. Bon, ça va bientôt être fini, je pense, sur Ougledar. Malinka, c'est fini depuis très longtemps déjà. Mais par contre, les Russes bloquent au niveau de la banlieue ouest. Ils avancent plus, ils avancent plus. Ils avancent plus depuis un moment, hein. Ça fait au moins 3 semaines que les Russes n'avancent plus sur Malinka. Autre forteresse qui est encore plus grande que Bakhmut, je le rappelle comme ça, c'est Avdiivka. Donc Avdiivka, c'est un chaudron, et les Russes renferment la pince par le nord. Ils ne bougent pas par le sud, mais c'est par le nord que ça se fait. Avdiivka, c'est la première ville qui a été bombardée par des Cab 1500, c'est-à-dire des bombes d'une tonne 5 russes planantes. Voilà. Et ensuite, il y a eu Ougledal. Oui, Ougledal, très très peu, oui, une ou deux bombes, mais vraiment très peu. C'était surtout les Fab 500, Ougledal. Euh, voilà, donc ça c'est pour Avdiivka. Donc Avdiivka, énorme chaudron, c'est une ville extrêmement importante à prendre. Pour moi, c'est la plus grosse forteresse ukrainienne restante. Donetsk, est toujours bombardé, mais beaucoup moins que la semaine dernière. Il y a eu, à ma connaissance, il n'y a eu aucun mort civil à Donetsk suite au bombardement ukrainien. Il faut savoir qu'à dans la ville même de Donetsk, il n'y a aucune zone militaire russe. C'est totalement civil. Donc, faut le savoir. Et Donetsk est bombardé depuis 8 ans. Faut le savoir aussi. Là où sont stationnées les forces russes, c'est dans la banlieue à l'extérieur de Donetsk. Voilà. C'était à préciser. Donc maintenant on va passer bien évidemment à Bakhmut. Alors Bakhmut c'est Altyomovsk en russe, Bakhmut en ukrainien. Donc là, bon évidemment, hein, encore une fois, c'est une carte ukrainienne. Les Ukrainiens, en fait, ils ont plus que ça, hein. Ils ont plus que ça. Donc 3%. D'après Wagner, ils n'ont plus que 3% de la ville. Donc ils ont plus que ça. Voilà. Alors, faut savoir que là, apparemment, il y avait un pont qui relie Bakhmut à Tchassivyar, et ce pont a été détruit par les Ukrainiens afin de bloquer toute possibilité russe d'utiliser la route principale.
afin de pouvoir amener des troupes facilement sur Tchassivial. Tchassivial devient une nouvelle forteresse, puisque Bakhmout va tomber la semaine prochaine. Ivanivskié, commence à être prise par les Russes. D'habitude, les Ukrainiens arrêtaient les Russes ici, comme vous pouvez le voir sur les précédentes cartes que j'ai faites. Là maintenant, quand même, ils admettent enfin que les Russes ont pris le sud de la ville d'Ivanivskié. Quand même. Donc ici, c'est totalement faux, évidemment. Là, c'est la route principale. La route principale, elle a été prise par les Russes. Les Russes sont ici. Sont ici et ici. C'est-à-dire toute cette partie-là, c'est prise par les Russes. Les forces Wagner, puisque Bakhmout, c'est surtout les forces Wagner. C'est dans la banlieue de Bakhmout que se trouvent surtout les forces russes régulières. Donc Tchassivial, très très important pour les Russes à prendre. Et évidemment, ils prendront Kostiantivka, évidemment, ça, ils le prendront aussi, mais d'après ce que j'ai compris, ils le prendront que plus tard. C'est-à-dire que quand ils auront pris Bakhmout et Tchassivial, d'après ce que j'ai compris, évidemment, cela reste à confirmer. Tout ça, c'est messages télégrammes de Russes qui le disent. Ils piqueront directement sur Kramatorsk, qui est le Graal depuis 7 mois des forces russes, puisque Bakhmout, une fois que Bakhmout est tombé, ce qui a été dit d'après les messages télégrammes, les rapports que j'ai lus, c'est Kramatorsk surtout le gros truc à prendre, et ensuite Slaviansk, voilà. Et d'après les rapports que j'ai lus, une fois que Kramatorsk et Slaviansk sera prise, il y aura une autoroute pour prendre l'Ukraine si Vladimir Poutine le souhaite. Puisque c'est ici qu'il y a les dernières grosses forces ukrainiennes. Odessa, il y a des forces ukrainiennes, bien entendu, au sud, mais infiniment moins importantes que dans le Donbass, puisque c'est à partir du Donbass que les Ukrainiens, en mars 2022, devaient envahir tout l'est de l'Ukraine et la Crimée en tuant tous les Ukrainiens de l'Est, c'est-à-dire du Donbass et de la Crimée. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément de forteresses ukrainiennes dans le Donbass, mais pas que dans le Donbass évidemment, mais c'était là où il y avait les forteresses ukrainiennes les plus importantes. Donc une fois qu'elles tomberont, tout suivra très facilement pour les Russes ensuite. Donc bien sûr la région de Siversk dont je parle tout le temps, tout ça, c'est les points stratégiques que les Russes veulent prendre, mais c'est des points stratégiques aussi pour les Ukrainiens. Alors Siversk, pourquoi? Parce que c'est un hub de route extrêmement important, de route et de voies ferrées, tout comme l'était Bakhmout, tout simplement. C'est pour ça que Siversk est très 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 important. Voilà, ça combat énormément, surtout dans les régions forestières ici, ça combat énormément. Voilà. Et bien sûr, pour le nord, Kupiansk, ici. Évidemment, Kupiansk. Là, enfin, ils ont montré que les Russes avançaient. Enfin. Mais les Russes sont très très proches de Kupiansk. Moi, les derniers rapports, ils sont environ 1 kilomètre de Kupiansk, mais ils n'avancent pas. Les Russes n'avancent pas. C'est vraiment c'est figé. C'est comme si le front était figé ici. Il y a énormément de combats. Les Ukrainiens se battent avec acharnement. C'est très dur pour les Russes, bien sûr. Ils ont beau avoir une guerre d'attrition qui fonctionne, c'est-à-dire en massacrant énormément d'Ukrainiens tous les jours. Ce n'est pas facile pour les Russes qui ont eux aussi leurs propres problèmes, puisque les Russes tout leur matériel, leur obus est prise principalement par Wagner avec Bakhmout, puisque Wagner utilise énormément d'obus et de munitions. Donc ça, c'est un problème pour les Russes et évidemment, ça vous le savez, puisque ça passe à la télé, il y a une petite guéguerre avec Prigojine et le Kremlin. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur la carte militaire. Donc on revient
à la vue générale. Donc bah, les Russes avancent, les Russes font leur guerre d'attrition qui fonctionne très 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 bien. Ils ont très très peu de pertes de leur côté, même s'ils en ont bien évidemment, mais comparé aux Ukrainiens, ils en ont très très peu. Cela marche très bien pour les Russes, cette guerre d'attrition qui a été inventée, je le rappelle, par le général Sourovikine il y a de cela 7 mois environ. Donc cela marche très bien pour les Russes, ils avancent toujours. Maintenant, nous verrons cette fameuse grande offensive ukrainienne dont je ne crois pas qu'elle aura lieu. Eux, ils disent qu'elle aura lieu dans l'oblast de Zaporizhia pour piquer sur Mélitopol et enfin la Crimée. Je n'y crois pas un instant, mais bon, nous verrons bien. Donc voilà ce qu'on pouvait dire concernant la carte militaire. Voilà, c'est terminé pour le point sur l'Ukraine du 7 mai 2023. Comme vous avez pu le constater, il n'y a pas eu d'événement extraordinaire cette semaine. C'est un petit peu la régularité. Alors maintenant, toujours côté russe, cela se passe bien. Côté ukrainien, bah, ils essayent des petites offensives, mais toujours, ils se font massacrer. On attend la grande offensive qui, à mon avis, ne viendra jamais, faute d'équipement et d'hommes, bien sûr. Et en ce qui concerne les Russes, bah, toujours la grande interrogation. Une fois que les grandes forteresses seront prises, et cela ne saurait tarder, est-ce que Vladimir Poutine va vouloir prendre les derniers oblasts russophones restants, c'est-à-dire l'oblast de Kharkov, l'oblast de Mykolaïev, l'oblast d'Odessa? Nous verrons bien, c'est la grande interrogation que j'attends avec impatience. Donc voilà, c'est fini. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire. Cela m'aide à être plus visible. Éventuellement un petit don, lien dans la description. Merci de votre soutien Analyse du Monde qui s'appelle Réinformation sur le monde sur YouTube. Et toujours, soyez curieux.